Nous allons commémorer, chers téléspectateurs, le 28 juin prochain, le centenaire de la signature du traité de Versailles. Et la perspective de cet anniversaire m'a conduit à vous parler aujourd'hui de la Société des Nations, qui fut l'un des produits de la conférence de la paix réunie alors. Alors, cette Société des Nations, d'où sort-elle d'abord? Le président américain Wilson a été réélu en novembre 1916. En janvier 1917, il tient un discours dans lequel il évoque le maintien futur de la paix. L'Amérique n'est pas encore en guerre à cette date, en janvier 1917. Et il explique que cette paix sera garantie par un concert formel des puissances qui permettra d'éviter une nouvelle catastrophe. Il explique qu'il faut créer une force destinée à garantir la permanence du règlement qui interviendra à la fin du conflit en cours. Et également, il explique que la paix sera mise hors de risque par la force majeure dérivant, dit-il, d'une organisation de l'humanité. Nous sommes là donc en janvier 1917. Quelques semaines plus tard, en avril 17, les États-Unis entrent en guerre. On sait dans quelles conditions. La guerre sous-marine à outrance engagée par les Allemands à partir de février, et également la révélation du fameux télégramme Zimmermann révélant que l'Allemagne cherchait l'alliance du Mexique et du Japon en cas de guerre éventuelle contre les États-Unis. Alors, Wilson va donc lancer son pays dans la guerre, lui qui était en amont profondément pacifiste et tout à fait étranger à ce qu'il considérait comme la barbarie européenne, mais c'est pour établir à l'issue, dit-il, la paix du droit, pour mettre en œuvre une nouvelle diplomatie qui permettra de conjurer dans l'avenir le péril. Wilson, il est professeur de droit par son métier, c'est le fils d'un pasteur presbytérien, il a donc un profil qui le mène tout naturellement vers ces postures pacifistes, qui ne sont pas tout à fait nouvelles. On avait vu dans le contexte du cosmopolitisme propre à l'époque des Lumières apparaître des préoccupations de ce genre. On avait vu par exemple l'abbé de Saint-Pierre appeler à une pacification universelle, et en 1795, en pleine période des guerres de la Révolution, eh bien Kant pouvait publier son essai sur la paix perpétuelle, dans lequel il appelait à l'instauration de la paix par le règne universel du droit. On sait avec quel succès en pleine période des guerres révolutionnaires et impériales. Alors, quand Wilson lance son message dès janvier 1917, il rencontre un écho profond dans les pays de l'entente auxquels l'Amérique va désormais s'associer, et dès le 21 mars 17, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, eh bien, lors de son investiture, Alexandre Ribot, à la Chambre française, évoque l'organisation d'une future Société des Nations. Et le 5 juin suivant, des députés votent même pour préparer l'organisation de cette instance nouvelle. Vient s'ajouter à cela l'appui qu'en juillet 1917 apportent les responsables du Grand Orient de France à ce projet de Société des Nations appelé à garantir la paix. Wilson va préciser sa pensée le 8 janvier 1918, il va s'adresser au Congrès et il va présenter là ces fameux 14 points qui constituent les buts de guerre des États-Unis, et on le sait, le 14e de ces points, c'est la création donc d'une Société des Nations qui offrira des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands États. L'idée de la SDN est en quelque sorte désormais institutionnalisée dans les buts de guerre de l'entente. Alors, la guerre va se terminer. Entre-temps, Wilson a multiplié des discours dans le même sens, notamment à Mount Vernon sur la tombe de Washington, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Et au début de 1919, quand va s'ouvrir la conférence de la paix à Paris, eh bien, déjà, l'anglais Cecil Hurst et l'américain Hunter Miller ont travaillé sur le projet de SDN. Et d'ailleurs, cette Société des Nations va être la
première préoccupation de la conférence de la paix. Wilson y tient absolument. On va rédiger d'abord les 26 articles du Covenant ou pacte ou charte de la Société des Nations, articles qui sont votés dès le 28 avril et dont on prévoit qu'ils seront intégrés à tous les traités qui sortiront de la conférence de la paix. Qu'en est-il de cette Société des Nations? Comment va-t-elle être organisée? Eh bien, les premiers membres d'abord qui vont en faire partie sont les 32 États qui ont fait partie de l'entente, plus 13 États neutres qui viennent s'y associer. Momentanément, les anciens ennemis sont exclus et la Russie, qui est en pleine guerre civile, en est de fait exclue aussi, d'autant que le régime bolchevique, qui est sur le point de l'emporter, considère cette Société des Nations comme une création du grand capital et ne veut pas entendre parler d'ingérence de cette instance dans cette affaire. Alors cette Société des Nations, elle va être organisée autour d'une assemblée générale qui va se réunir annuellement à Genève, où la SDN va être installée. On va construire pour la circonstance un palais des nations. Et cette assemblée générale, elle est appelée chaque année à voter des résolutions ou des recommandations. Il y a un pouvoir exécutif, en quelque sorte, de la SDN, c'est le Conseil, constitué de 4 membres permanents, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon. En effet, les USA, nous allons le voir d'emblée, n'ont pas suivi. Et puis, en dehors de ces 4 membres permanents, il y a 5 autres membres non permanents, 4 membres non permanents qui seront bientôt 9 et qui seront désignés chaque année par l'Assemblée générale. Ce conseil ainsi constitué peut désigner l'agresseur en cas de conflit et peut décider des sanctions qui peuvent être des sanctions économiques, financières, voire des sanctions militaires. On va associer à la SDN la Cour permanente de justice internationale de La Haye, la Commission internationale des mandats qui a été créée pour l'administration des colonies allemandes ou des anciens territoires ottomans à l'issue de la guerre. On va y associer aussi le Bureau international du travail. Alors voilà donc la structure mise en place. Oui, mais le problème, c'est que cette SDN qui a été voulue par le président américain Wilson va être rejetée par les États-Unis. En effet, à l'initiative d'Henry Cabot Lodge et puis du sénateur de l'Idaho, William Borah, eh bien, le Congrès américain va refuser de ratifier les traités qui sont conclus à la suite de la conférence de la paix et va donc refuser que les États-Unis adhèrent à la Société des Nations qu'a pourtant voulu le président Wilson. L'Amérique, en effet, entre dans la période qu'on va désigner sous le nom d'isolationnisme, et tout cela va se confirmer en 1920 quand le poulain de Wilson est battu lors des élections présidentielles par Warren Harding, dont le slogan c'est America First. L'Amérique refuse de s'associer à une paix dans laquelle elle serait obligée par quelques contraintes que ce soit, notamment du fait des aléas, des événements pouvant se produire en Europe. Donc l'Amérique est en dehors, reste en dehors de la Société des Nations dans un premier temps. Il y a aussi le problème évidemment des exclus, des pays vaincus qui n'ont pu adhérer dès le départ. Alors les choses vont avancer. En 1926, l'Allemagne sera admise à la SDN. Nous sommes là à l'époque dans le contexte du rapprochement franco-allemand qu'on a désigné sous le nom d'ère Briand-Stresemann. Aristide Briand et Gustav Stresemann sont tous les deux favorables à un apaisement des relations franco-allemandes, ce qui va permettre de faciliter l'accès de l'Allemagne à la SDN. En 1932, c'est la Turquie kémaliste, tenue pour un temps à l'écart du fait de la brutalité avec laquelle elle a construit le nouvel État turc au lendemain de la guerre. La Turquie kémaliste est admise à son tour. L'URSS va rejoindre en 1934, en même temps d'ailleurs que les États-Unis du démocrate Franklin Delano Roosevelt. Alors, a priori, les
les choses vont dans le bon sens, mais entre-temps, il faut préciser que dès 1932, le Japon a quitté la SDN qui avait condamné son intervention en Mandchourie, et il en ira de même pour l'Allemagne en 1933. Hitler se retire du fait de l'échec de la conférence sur le désarmement qui se tenait à Genève dans le cadre de la SDN. Il faut dire que le fonctionnement de l'instance en question était difficile. En effet, on avait instauré une règle de l'unanimité des décisions qui paralysait dans une large mesure la société. On avait rejeté le projet du Français Léon Bourgeois qui voulait créer une force de police internationale capable de donner un pouvoir de coercition à la SDN. Tout cela avait été rejeté, donc c'est une société des nations bien impuissante qui se trouvait ainsi hors d'état d'intervenir sérieusement pour le maintien de la paix. Le bilan de la Société des Nations va donc se révéler très mince, très limité. On voit que la SDN va entériner par exemple le coup de force polonais en Silésie en 1921, quand les Polonais, sans tenir compte du résultat du plébiscite, vont chercher à réoccuper ce territoire qui sera finalement partagé entre la Pologne et l'Allemagne. La SDN est impuissante aussi face au coup de force lituanien sur Memel en 1923. C'est par un accord direct bilatéral que l'Italie et la Grèce vont régler leurs problèmes en 1923. Quand intervient en Amérique du Sud la guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay, eh bien c'est une médiation interaméricaine qui va permettre de mettre un terme au conflit. En Mandchourie, que le Japon a envahi, eh bien la SDN se révèle impuissante, et même cette affaire-là aboutira au départ du Japon de l'organisation. Alors quelques succès quand même, l'organisation par l'explorateur polaire Fridtjof Nansen de l'aide aux réfugiés dans le contexte très difficile de l'après-Première Guerre mondiale, les fameux passeports Nansen qui vont être attribués aux réfugiés arméniens, aux émigrés russes, tout ça peut être mis à l'actif de la SDN. Également, elle intervient positivement lors des échanges de populations qui sont réalisés entre la Grèce et la Turquie quand intervient la fin du conflit entre les deux pays. En 1925, c'est la SDN qui permet de régler un conflit frontalier gréco-bulgare, mais d'une importance, il faut bien le dire, secondaire. Et la même année 1925, c'est dans le cadre de la SDN que sont installées les frontières entre la Turquie nouvelle kémaliste et puis l'Irak, territoire sous mandat britannique. On peut ajouter à cela l'apaisement d'un conflit frontalier entre la Colombie et le Pérou. On peut ajouter que c'est dans l'esprit de la SDN que s'opère à partir de 1924 le rapprochement franco-allemand que j'évoquais tout à l'heure. Il faut dire également que la SDN a assumé sa mission d'administration de la ville de Danzig, mission qui lui avait été confiée pour que la Pologne pût disposer d'un débouché sur la mer Baltique. Également, la SDN a géré comme prévu la Sarre, territoire sous mandat pendant 15 ans, et la SDN a organisé de manière tout à fait indiscutable le plébiscite qui, en janvier 1935, a permis à l'Allemagne de récupérer ce territoire comme cela était prévu par les traités. Alors il faut dire aussi que la SDN était un petit peu handicapée par ce qui avait été décidé lors des traités signés à partir de 1919. La fameuse culpabilité allemande de l'article 231 du traité de Versailles, par exemple, qui ne portait pas à un apaisement des relations entre l'Allemagne et ses voisins. La clause qui interdisait à l'Allemagne d'avoir des colonies, car elle était jugée incapable et indigne de la mission sacrée de civilisation, par exemple. Également, l'impuissance de la SDN quand il s'est agi d'organiser le désarmement général prévu par les traités. L'Allemagne avait désarmé, contrainte et forcée à l'issue de la guerre, mais toutes les autres grandes puissances devaient en faire autant. C'était prévu ainsi par les traités. Or, rien n'a permis d'aboutir
aboutir à ce résultat. Et puis il faut bien voir aussi que les grands principes sur lesquels avait été fondée la paix, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la souveraineté nationale, la démocratie, ces grands principes, on les utilisait à géométrie variable. On le voit bien quand, dès 1919, l'Anschluss, le rattachement de ce qui restait de l'Autriche à l'Allemagne, est interdit contre l'avis des gouvernements de Berlin et de Vienne. On le voit à propos de la minorité allemande des Sudètes, intégrée contre son gré à la Tchécoslovaquie. On le voit également dans le cas de la Silésie en 1921, où malgré une majorité de vote en faveur de l'Allemagne, le territoire est finalement partagé entre l'Allemagne et la Pologne. On le voit dans le mariage forcé entre Tchèques et Slovaques. On le voit à travers la situation des minorités hongroises de Transylvanie et du Banat oriental, par exemple, qui sont intégrées à la Roumanie d'après 1919. Que dire des querelles internes de la Yougoslavie? Que dire des déceptions italiennes par rapport aux promesses qui avaient été faites à l'Italie en 1915 pour qu'elle entre en guerre aux côtés de l'entente, tout cela, évidemment, constituait un contexte, établissait un contexte général peu favorable à l'action d'une ESDN chargée de maintenir la paix. Derrière tout cela, il y a deux pays principalement qui sont gagnants dans l'établissement de ce système. La France, bien sûr, grand vainqueur de cette Première Guerre mondiale, mais surtout l'Angleterre, surtout la Grande-Bretagne. C'est l'Anglais Eric Drummond qui dirige le secrétariat de la SDN jusqu'en 1933. C'est l'Anglais Arthur Anderson qui dirige la conférence du désarmement qui est réunie à partir de 1932 et qui va aboutir à un échec. Et puis surtout, l'Angleterre, qui dispose de tout un réseau d'États clients, avec les pays scandinaves, avec la Grèce, avec l'Égypte, avec l'Irak, avec l'Iran, avec l'Afghanistan, peut les rassembler pour constituer des majorités favorables à ses desseins. Alors la France, elle aussi, il y a des États clients, notamment ses protégés d'Europe orientale, mais cela pèse finalement moins lourd. On voit bien d'ailleurs que cette prééminence anglaise va avoir des résultats. Quand on arbitre à propos des frontières de l'Irak et de la Turquie, eh bien, c'est au profit de l'Irak, avec notamment la région pétrolière de Mossoul. Quand les Anglais ne veulent pas que l'on considère le Japon comme agresseur en Mandchourie, parce qu'ils ménagent l'avenir dans la perspective d'une montée en puissance soviétique qui les inquiète, eh bien, la SDN reste dans ce domaine sur la réserve. Quand Hitler ensuite va progressivement démolir les clauses militaires du traité de Versailles en 1935-1936, eh bien, les Anglais vont rester d'une très grande discrétion. Ils vont même aller jusqu'à signer en juin 1935 un accord naval anglo-allemand pour le moins surprenant. Et dans ce cas, durant toute cette période, la SDN reste silencieuse. À l'inverse, quand l'Italie attaque l'Éthiopie à la fin de 1935, la SDN, alors là, s'engage à fond contre la politique mussolinienne. Elle va voter des sanctions en octobre 1935, votées par 50 États, dont la France d'ailleurs. Ça n'empêchera pas les Italiens d'entrer victorieusement dans Addis Abeba en mars 1936. Alors le résultat d'ailleurs, ce sera le retrait de l'Italie de la SDN et ce sera le rapprochement entre l'Italie et l'Allemagne, la formation de l'axe Rome-Berlin, alors que jusque-là, Mussolini avait pu être considéré comme un rempart face aux ambitions de Hitler. En mars 1936, quand Hitler remilitarise la Rhénanie, de la même manière, la SDN reste d'une très grande prudence, parce que pour les Anglais, c'est un événement tout à fait secondaire. Au bout du compte, la SDN manifeste une impuissance à peu près générale. On le voit pendant les grandes crises qui surviennent à partir de 1936, la guerre d'Espagne, la crise de Munich en 1938, la réalisation de l'Anschluss. La SDN est
complètement discréditée, démonétisée. Elle va exclure l'URSS en décembre 1939, parce que l'URSS a envahi la Finlande. Elle a été incapable, quelques mois plus tôt, d'empêcher l'écrasement de la Pologne par l'Allemagne et par l'URSS. Au bout du compte, elle sombre donc avec la Seconde Guerre mondiale, mais l'espoir qui avait été celui de Wilson est ranimé par Roosevelt avec la création à la conférence de San Francisco en 1945 d'une ONU dont le bilan, de même que celui de la SDN, apparaît des plus mitigés. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui mon vieil ami Jean-Pierre Thurberg. Je profite d'un passage à Paris pour faire un petit point avec lui à propos de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous savez sans doute la part qu'il a prise depuis des années à l'entretien de cette mémoire du premier conflit mondial comme éditeur, et il m'a paru opportun de faire un petit bilan de ce qu'avait été cette célébration du centenaire entre 2014 et 2018. Alors, Jean-Pierre, qu'avez-vous pensé de ces célébrations de manière générale, qui ont été l'occasion, il faut bien le constater, d'un retour de mémoire absolument spectaculaire dans l'opinion? Alors, je distinguerai deux époques. Je distinguerai la période avant les célébrations proprement dites, où effectivement on a assisté à un regain d'intérêt pour la Première Guerre mondiale, regain auquel j'ai la faiblesse de penser que je n'ai pas été totalement étranger, puisque les éditions italiques ont été les premières, je pense qu'on doit le dire. C'est une maison d'édition qui s'est spécialisée dans la Première Guerre mondiale. Oui. Donc cette période-là a vu monter l'intérêt dans le grand public, ce dont je ne pouvais que me féliciter, moi qui m'étais mis au service des poilus, partant du principe qu'on se grandit toujours à se mettre au service de plus grand que soi. Et puis la deuxième période qui a été celle de la désillusion, de la déconvenue, de la déconfiture, n'hésitons pas à le dire, qui a été la période des cérémonies officielles, où nous sommes allés, comme disaient les lettrés de Caribe dans Scylla, ou comme disent les Anglais, nous sommes tombés de la poêle à frire dans le feu, c'est-à-dire qu'à chaque commémoration, nous descendions un peu plus dans ce que le général Bach a qualifié, je cite de mémoire, de pantalonnade déplacée, allant jusqu'à cette course effrénée de jeunes franco-allemands à travers les tombes de la nécropole de Douaumont. Ouais. Et là, je n'ai pu que m'attrister, parce que, très honnêtement, quand j'ai créé les éditions italiques en 1995, je m'étais fixé deux lignes d'horizon. La première, c'était bien évidemment le centenaire de la bataille de Verdun. Et puis la deuxième, c'était le moment où je pensais, comme disent les boxeurs, raccrocher les gants et passer le témoin, c'était la célébration de l'armistice, ou même du défilé de la victoire 100 ans après, en 1919. Oui. Et malheureusement, ni l'une ni l'autre de ces circonstances n'a été pour les éditions italiques et pour la mémoire des poilus plus généralement. Les éditions italiques, c'était pas très grave, mais les poilus, ça l'était. À l'occasion de rendre à nos anciens l'hommage qu'ils méritaient. Oui, alors vous avez évoqué en particulier donc cet épisode-là de la commémoration du centenaire de Verdun, assez lamentable. Et encore, nous avons échappé au pire. Le pire étant le concert de la rap, prestation de rap du dénommé Black M, qui devait représenter l'hommage de la France à nos glorieux anciens. Ça a été évité par une levée de bouclier qui a été assez difficile, parce qu'on s'est rendu compte à cette époque-là, j'avoue en avoir fait partie, qu'il était difficile d'obtenir des relais dans la presse et il était difficile d'obtenir que des organes de presse, qu'elles soient écrites ou la radio ou la télévision, parlent de cet événement comme il le fallait. Néanmoins, les levées de boucliers ont produit leurs effets et la mairie de Verdun et plus généralement l'Élysée, qui était à la manœuvre à l'époque, ont fini par reculer sur ce concert qui eût été le dernier clou dans le cercueil, là encore, comme disent les Anglais. Et on a découvert quand même la permanence dans l'opinion d'une sensibilité particulière à ce souvenir, à cette mémoire de la guerre de 14, ce que l'on peut juger comme une manifestation positive. Très positive. Générale. Il faut penser que chaque petit village de France a son monument aux morts. D'ailleurs, je dois dire que
Il y a une multitude d'initiatives municipales. Oui, tout à fait. Dans des petites expositions, des exposés, des petits films qu'on a montés, et tout ça montre la ferveur qui, heureusement, au-delà de la désaffection, pour ne pas dire pire, des autorités, a entouré ces manifestations. Et là, pour ce qui est de Verdun, nous avons connu aussi, là, plus récemment, encore de nouvelles émotions quand il a été question de voir disparaître Verdun des programmes d'histoire. Alors je crois qu'il faut relativiser parce que les programmes d'histoire, on sait ce que les professeurs en font, ils font ce qu'ils veulent, ce qui est très bien ainsi, et on peut penser que pour la plupart d'entre eux quand même, c'est Verdun qui restera le point central de l'évocation de cette grande guerre, parce que effectivement la Somme, qui est une bataille ô combien considérable, assez comparable d'ailleurs à celle de Verdun, dans le contexte de la guerre d'usure, c'est une bataille défensive gagnée par les Allemands, la Somme, là où nous avons gagné nous la bataille défensive à Verdun. Mais évidemment, il était question de privilégier la Somme parce que c'est une bataille plus internationale, parce que la part des Anglais évidemment y est importante. Mais je crois que les choses là sont assez vite retombées, et la mémoire de la bataille de Verdun, je pense, n'est pas sérieusement remise en question. Il y avait un régiment, je ne sais plus lequel, dont la devise était qui s'y frotte s'y pique, et je crois qu'heureusement nos chers dirigeants, chaque fois qu'ils tentent de porter atteinte à la mémoire de la Grande Guerre, s'aperçoivent que... Oui, on l'a vu même au cours de la tournée du président de la République, Emmanuel Macron, dans le Grand Est l'année dernière. Il y a eu des réactions très vives chaque fois qu'il a été question d'évoquer ces pauvres combattants de 14 qui n'étaient que des civils qu'on avait armés. Et qu'on poussait par la force des baïonnettes dans les reins, ce qui était un contresens complet quant à la signification de ce qu'était l'immense nation armée de 1914. Alors, à ce propos, les éditions italiques, maintenant, ont cessé leur activité, après avoir publié de très nombreux ouvrages consacrés à la guerre de 14. Il y en a un en particulier qui est un ouvrage phare, si l'on peut dire. Risquons l'anglicisme, c'est à la fois un best-seller et un long-seller, puisque depuis le centenaire de Verdun, il était en tête de nos ventes. Voilà, c'est celui donc intitulé Les 300 jours de Verdun, publié donc en 2016, c'est ça, et dont il reste, je crois, quelques exemplaires disponibles. Alors il en reste très exactement 3, puisque tous les livres ont été vendus. Il n'en reste plus que 3 qui sont issus d'une édition un peu particulière que j'avais réalisée en pensant précisément au 100e anniversaire, qui était une édition de luxe, reliée plein cuir, à la main, etc., avec un excellent avant-propos d'un historien que vous connaissez, je crois, qui s'appelle Philippe Conrad, qui remettait la bataille dans son contexte, on vient d'en parler. Et cette édition plein cuir luxueuse était destinée aux cérémonies officielles. Je pensais en fait en faire cadeau à des personnalités, et quand j'ai vu la tournure prise par les événements, j'ai estimé que le cadeau n'était plus vraiment nécessaire, donc je l'ai mise en vente, et il en reste 3 exemplaires. Si les téléspectateurs veulent les acquérir, qu'ils se dépêchent, parce que ce seront vraiment les derniers exemplaires de ce livre qui ne sera plus jamais ni imprimé ni réédité. Il a été vendu en combien d'exemplaires? Alors je n'ai pas le compte, mais il y a eu, sur les 300 jours de Verdun, approximativement. Pas loin d'une dizaine d'éditions successives, et il y a eu des milliers d'exemplaires. Je ne veux pas donner de chiffres. De toute façon, les chiffres des éditeurs sont à peu près aussi fiables que ceux de l'Institut de la statistique. Mais c'était un succès de librairie, nul ne s'y est trompé. Qui était tout à fait inattendu, quelque part. Même inattendu de moi, je l'ai fait avec... on se souvient, tous ceux qui s'intéressaient déjà à la Première Guerre mondiale, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, n'avaient pas imaginé que tous ces travaux rencontreraient un tel écho quand on arriverait au moment du centenaire. C'est un signal quand même intéressant quant à la permanence d'une mémoire historique forte. Quelque part, l'écho que réveille le souvenir de Verdun, on peut le rapprocher de l'émotion
l'émotion qui a accompagné l'incendie de Notre-Dame. Nous, on n'est pas dans les mêmes époques. Non, mais on est dans le même esprit. On est dans le même esprit. C'est quelque part une représentation de la France éternelle. Tout cela fait partie donc d'un capital commun, d'un capital mémoriel commun, et qu'il était en tout cas tout à fait légitime de chercher à préserver et à mettre en valeur. Merci pour tout cela, Jean-Pierre Thurberg. Avec plaisir.